Bonjour à toutes et à toutes. L'audience est ouverte. Nous pouvons nous asseoir. Alors, si vous voulez bien vous avancer, monsieur, à la barre, je vous prie. Alors, aujourd'hui, monsieur, votre positionnement, est-ce que vous, pour aller simplement, est-ce que vous plaidez coupable ou non coupable ? Oui, je plaide coupable et je suis responsable du décès de mon papa. Je regrette énormément, je m'en voudrais tout le reste de ma vie. Et depuis que le fait s'est passé, je passe un jour sans y penser. Lors de son premier procès, l'accusé a été condamné à 6 ans de prison pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Le parquet a fait appel, donc remis en liberté, il comparaît libre lors de ce second procès. Il va devoir à nouveau s'expliquer sur les événements de la soirée tragique qui s'est déroulée en 2020 et qui ont conduit au décès de son père. Âgé de 34 ans, l'accusé encourt 20 ans de réclusion criminelle. Sur le banc des parties civiles, le frère de la victime. Alors, monsieur, donc comme je l'ai dit, on va commencer par parler de la personne que vous êtes, de votre parcours. Comment vous étiez quand vous étiez petit ? Quels sont les souvenirs marquants que vous avez de votre enfance ? Comment étaient vos parents ? C'était l'alcool, c'était la violence, c'était les insultes. Du plus loin que vous vous souvenez, c'était ça ? Oui, toujours, ça a toujours été. Et c'était de la part de qui, les insultes, les violences ? Mon papa qui tapait sur ma maman. Moi, j'ai été insulté toute mon enfance, bon à rien, mongol, t'étais moche, fils de pute, bâtard, tous les gros mots, quoi. Ce qu'on sait, c'est qu'au moment où les faits vont se produire, d'une part, votre mère était partie, après, je sais pas, 30 ans de près de vie commune. De vie commune. Vous étiez aussi, vous, dans une rupture, et donc vous êtes arrivé chez votre père, on est d'accord ? Oui. Cet homme dont à la fois vous dites il m'a insulté, rabaissé, humilié, frappé depuis l'enfance, comment, en fait, vous êtes resté en lien avec lui pour arriver jusqu'à lui demander de vous héberger, finalement, à un moment où vous êtes... Parce que malgré tout, c'était mon papa et je restais très protecteur. Protecteur ? Oui. C'est-à-dire ? Je prenais soin de lui, j'y faisais à manger, je disais fallait qu'il aille se laver et tout, il se laissait aller. Je faisais le ménage dans la maison aussi, tout le ménage. Il se détruisait, mais de plus en plus, et après le départ de ma maman, il s'est encore plus détruit, de plus en plus. Ça faisait très mal de le voir comme ça. Et je pouvais pas l'aider, je savais pas comment faire pour l'aider. À partir de quel âge, vous-même, vous avez commencé à consommer de l'alcool ? J'ai commencé je dirais 13 ans. 13 ans ? Oui, 13 ans. Avec votre père ? Non, pas avec mon père, 13 ans avec des potes, des copains. Quel est votre degré d'instruction ? C'est-à-dire que vous avez arrêté l'école, finalement... J'ai arrêté l'école en 3e. 3e, donc vous n'avez pas eu de diplôme ensuite ? J'ai juste le brevet des collèges et tout. D'accord. Et est-ce que vous êtes dépendant de votre compagne pour tout ce qui est papier, tout ça ? Non. Non, maintenant j'essaye de... Elle m'a fait voir, maintenant je me débrouille tout seul. Ouais. Je ne vous ai pas demandé, avec elle, vous n'avez pas eu d'enfant ? Non, du tout. En revanche, vous avez un enfant, vous pouvez en parler, avec qui vous avez eu votre enfant ? Oui, avec mon ex que j'ai connu quand j'avais 20 ans. Alors, vous pouvez nous en dire un peu plus ? Mon fils, je l'ai vu jusqu'à l'âge de 3 ans, et après, à l'âge de 3 ans, j'ai plus eu de contact. Vous pouvez expliquer pourquoi ? Par ma faute aussi à moi, parce que, après, je buvais, donc je voulais pas qu'il me voie dans ces états-là aussi. Plutôt plus pour sa sécurité. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Qu'est-ce que ça vous fait ? De pas le voir, ça me fait mal, vraiment mal.
Mais après, j'attends que toute mon histoire soit finie pour après également reprendre contact avec lui. Ça me ferait très plaisir. Et vous avez décrit votre père, sa façon d'être à lui. Et votre mère, elle était comment? Bah, elle était plutôt... Elle était bien. Hein. Elle était bien. Mais c'est qu'à cautionner tout ce qu'il faisait. Elle aurait dû partir bien avant. Pour pas que son enfant voie ça, ses enfants. Et non, elle est toujours restée. Et ça, je lui en veux aussi, de ça. Je voyais mon père taper sur ma mère, j'étais tout petit, je pouvais rien faire. Moi, je m'en prenais autant, des insultes. Bon, très bien. Alors, vous allez rejoindre votre place pour l'instant, monsieur, si vous voulez bien. Et on va faire venir donc notre premier témoin, madame. Bonjour, madame. Vous êtes la sœur de l'accusé. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler, tout simplement, de votre frère, de la personne que c'est, que ce que vous avez connu, de la personne de votre père? Voilà, vous avez la parole librement. Bah, mon frère, c'était, bah, après, voilà, c'est ça a toujours été quelqu'un de perturbé, entre guillemets, hein, depuis tout petit. Donc après, qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, après, le week-end, oui, c'était un peu le désastre, hein, entre mon père et lui, à cause de l'alcool. Euh, Après, c'est des souvenirs que j'ai pas envie de me rappeler du tout, donc je sais pas, posez-moi des questions, au pire. Préféré. Ouais, ouais. Quand vous dites perturbé, vous voulez, enfin, est-ce que vous pouvez être plus précise? Bah, pour moi, comment dire? Il a toujours eu un problème dans sa tête, hein, je trouve. Et je crois que oui, un psy lui aurait pas fait de mal. Vraiment. Quand il buvait, on aurait dit un psychopathe, quoi. Moi, j'en avais peur, hein. Quand il buvait, mais peut-être qu'il y a un moment dans sa vie, enfin, on peut espérer quand même, où il n'a pas bu. Par exemple, vous 10 ans, lui 12 ans. Vous avez des souvenirs Non, bah, c'est très vague, mais oui, on s'entendait bien, on jouait ensemble et tout. Mais c'est ouais, c'est vague. Donc vous, surtout vos souvenirs les plus vifs, c'est plus grand quand il a commencé à boire. Ouais. C'est ça. Et qu'il a eu un comportement, vous dites, de psychopathe, c'est-à-dire qu'il pouvait être très violent. Oui, bah oui. Il y a des fois, je la reconnaissais pas. Donc ouais, il me faisait peur. Il faisait peur aussi à ma mère, à mon père. Vous confirmez ou pas que votre père était lui-même quelqu'un de très particulier, on va dire? C'est-à-dire? Bah, violent aussi, et avec son problème d'alcool aussi. Oui, il avait des problèmes d'alcool, oui, c'est sûr. Mais est-ce que vous faites est-ce que c'est pareil? Est-ce que vous diriez que votre frère ressemble à votre père ou ressemble à... Non. En quoi ils étaient différents? Bah, mon père, bah, de mes souvenirs, quand il buvait, il était calme, il était posé dans son canapé, il dormait. Mais dès qu'il y avait mon frère, il fallait tout le temps qu'il y ait des embrouilles. Bah, et les violences sur votre mère? Oui, il a eu des violences sur ma mère quand j'étais petite, oui. Donc ça, c'était quand même pas lié à la présence de votre frère. Non, non, non. Ah oui, il a été violent, ça c'est sûr, je dis pas le contraire. Mais vous diriez pas de votre père qu'il vous faisait peur et qu'on aurait dit un psychopathe. Vous n'auriez pas dit ça de lui? Non, mon père ne me faisait pas peur. Vous avez appris par votre frère le décès de votre père. C'est lui qui vous a envoyé un message? Oui. Tu sais que papa est mort. Oui. Le lundi soir. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'entendre de la bouche de votre frère, en face à face, ce qui s'était passé? Oui, et quand j'ai appris ça, bah, je suis parti voir ma mère et il y avait mon frère, justement. Je me rappelle, il y avait des scellés partout sur les portes. Et on avait bu un café, et puis bah, c'est là que lui, il nous avait expliqué qu'il était parti à qu'il s'était fait taper par des gars, et c'est comme ça qu'il était décédé, entre guillemets. Il vous a dit que votre père avait été agressé à l'extérieur. Voilà. C'est ça. D'accord. Alors qu'il savait très bien que c'était lui. Ah bon, voilà.
vous avez dit, je suis en code D484, j'espère savoir très vite si c'est mon frère ou pas. Pour ma part, je n'ai plus de père, mais je n'ai plus de frère non plus. Ce que vous aviez dit dès le départ. On vous remercie, madame. Merci. Au revoir. Au revoir. Donc on va entendre madame. Bonjour madame. Bonjour madame. Donc madame, vous allez prêter serment de parler sans haine et sans crainte, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Vous levez une main et dites « je le jure » s'il vous plaît. Je le jure. Merci. Bon, donc vous êtes la compagne actuelle de monsieur. Qu'est-ce que vous pouvez nous indiquer sur sa personnalité? Avant, moi, quand je l'ai rencontré, donc c'était une personne qui était dans une famille toxique où il n'y avait que de l'alcool. Voilà. Donc moi, quand je l'ai connu, j'ai essayé de le sortir de ça. Donc c'était très difficile parce que le papa était toujours dedans. Donc à chaque fois, il retournait dans sa famille parce qu'ils avaient besoin de lui. Donc moi, j'essayais de le sortir d'un côté et de l'autre côté, la famille le remettait dans ce milieu. Et donc, après tout ça, après cette histoire qu'il y a eu, c'est plus le même, quoi. Il touche qu'à une goutte d'alcool, c'est plus le même garçon, quoi. Finalement, ce qui s'est passé entre lui et son père, ça vous a pas fait peur? Non, ça m'a pas fait peur parce que moi, je le connais. Et puis, moi, je sais qu'avec moi, il n'y a pas de problème. Et pourquoi il n'y a pas de problème avec vous? Je suis tout pour lui, quoi. Je suis son repère, je suis tout. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai toujours donné l'amour qu'il n'a jamais reçu. Donc, c'est vrai que moi, non. Moi, il ne me fera jamais de mal. Il n'a jamais levé la main sur vous? Non, jamais. Il a peur de vous? Je sais pas, il faut lui demander. Non, il y a de la pression qu'il vous donne. Non, je pense qu'il me respecte. Il ne fera pas de mal, il me respecte. Et quand vous dites que vous lui avez appris des choses, c'est quoi? J'ai appris, déjà à s'exprimer, quoi, à pas garder tout pour lui, à avoir confiance en lui, des choses à faire et à pas faire. Une forme d'éducation, on va dire. Voilà. Parce qu'il avait aucun repère. Hein. C'est ça le repère, c'était parler malpoliment, l'alcool. Voilà, c'était la destruction. Destruction complète. C'était une autre personne. Voilà. On vous laisse repartir, madame? D'accord, merci. Merci. Alors, on va terminer par notre expert psychologue qui est arrivé, je crois. Bonjour, monsieur l'expert. Bonjour, Madame la Présidente. La juge d'instruction vous avait demandé donc de procéder à l'expertise psychologique donc de la personne mise en examen, qui était à ce moment-là en détention provisoire. Donc, nous vous écoutons pour votre rapport, monsieur l'expert. Merci, Madame la Présidente. Donc, quand je vais le questionner précisément sur les faits, il va dire, je cite, « Je regrette vraiment, je ne me le pardonnerai jamais, j'aurais pas dû boire et rester chez ma femme et rien ne serait arrivé. » Tout ça est dit avec un minimum d'émotion, on pourrait s'attendre à plus d'émotion, mais on sent qu'en même temps, c'est quelque chose qui est compliqué pour monsieur de laisser sortir véritablement son émotion. Quand on le questionne quand même un petit peu sur ses souvenirs, il dit qu'il se souvient d'une chose, des 2 claques, et puis pour le reste, il arrive à se souvenir de rien. Voilà. Il dit, il m'insultait, il revoulait de l'alcool, je refusais, c'est pour ça que je lui ai mis 2 gifles. Voilà. Je ne veux pas dire qu'il est dans le déni, il n'est pas nié les choses. D'ailleurs, à un moment, je lui demanderai s'il est au courant de ce qu'ont pu dire d'autres témoins. Il ne remettra pas en cause ce que ceux-ci ont pu dire. Il dit, s'ils l'ont dit, ils doivent savoir mieux que moi, parce que moi, c'est le trou noir. Je vais lui poser la question très précise de lui demander s'il considère que la mort de son père soit de sa faute. Et il aura ses propos, je cite, « Bien sûr que c'est de ma faute », ajoutant « Mais franchement, je n'ai jamais voulu qu'il meure, ni lui faire du mal. » Et il présentera à ce moment-là une émotion absolument authentique.
On peut penser que monsieur a une personnalité qui s'est construite tant bien que mal, je dirais, par du refoulement. C'est-à-dire qu'il gardait tout en lui. Il le dit lui-même, je pense que c'est assez juste, il gardait tout. Il disait rien parce qu'il était habitué depuis tout petit à garder en lui, à se taire, à ne rien dire. Voilà. Par contre, quand l'alcool était de mise, les chevaux étaient lâchés. Et là, toute la violence qui était visiblement en lui, parce que tous ces coups qu'il avance, donc je n'ai pas raison de douter de sa parole à première vue, font que la violence est en lui. Et quand un des désinhibiteurs apparaît, que ce soit de la drogue, des stupéfiants, de l'alcool, tout est possible, tout est permis. Merci pour ces explications. Alors, y a-t-il des questions à poser à monsieur l'expert sur ces travaux? Si vous avez... Oui, bonjour monsieur l'expert. J'ai une question qui n'est pas simple, parce que je me pose moi-même des questions depuis que j'ai étudié ce dossier. Il est fait allusion à plusieurs reprises et devant plusieurs personnes, notamment devant vous, à ce trou noir. La question que je me pose et que je vous renvoie, à partir du moment où on a la conscience d'avoir donné uniquement 2 claques, et aucune conscience du reste, si c'est réel, pourquoi irait-on inventer l'agression du père par des tiers? Pourquoi irait-on inventer le fait que le père serait tombé, retombé au cours de cette nuit-là? Pourquoi irait-on inventer qu'il a avalé une tablette complète de médicaments quand on appelle le SAMU? Alors, moi, je me pose cette question-là parce que ça me triture, voyez-vous. Si on a un trou noir, on a un trou noir. Pourquoi est-ce qu'on invente des mensonges et qu'on en parle à tout le monde? Oui. Je crois que je vais me faire l'avocat du diable. Ce qu'il ne faut pas oublier dans ce que vous dites, monsieur l'avocat général, c'est que cet homme, ces histoires avec son père de violence, de débats violents, existent depuis des années. Et je pense, pour essayer de trouver une explication plausible, c'est que certainement que le jour où il se rend compte que son père est décédé, il a peur. Parce que c'est un homme qui profondément est pétri de peur, quand il n'a pas bu. Et je pense que sur le moment, certainement que la peur, quand on lui dit que son père est mort, certainement que la peur lui fait raconter tout et n'importe quoi, n'importe comment, parce que c'est trop douloureux à assumer. Voilà. C'est comme ça que je serais tenté de comprendre. Mais voilà, c'est une hypothèse. Merci beaucoup, monsieur l'expert. À une prochaine fois. Merci. Au revoir. Il est 13h11. On va suspendre l'audience. Elle reprendra à 14h15. L'audience est suspendue. L'audience reprend. Nous pouvons nous asseoir. Donc là, ce que j'envisage dans un premier temps, c'est de faire entendre l'appel aux pompiers. Alors, pour entendre notre appel aux pompiers, la technique étant ce qu'elle est, c'est un petit peu archéologique comme façon de faire. Pas archéologique, mais je n'ai pas trouvé autre chose. Les pompiers, bonjour. Allô, bonjour, j'ai mon ex, il se réveille pas du tout, il fait que de vomir et tout. Il a pris des cachets. Il a pris des cachets, pourquoi? Bah, parce que je sais pas. Parce que je suis parti avec, il a pris des cachets, et puis voilà. Il a allongé sur le côté? Non, il est droit dans le canapé, mais là, il arrête pas, il fait que de dormir, il se réveille pas du tout. Il faudra l'allonger sur le côté s'il vomit puis qu'il dort. Il faudra l'enlever sur le côté. L'allonger sur le côté. Faut l'enlever, le mettre comment, alors? L'allonger sur le côté. Bah, faudrait plutôt que quelqu'un vienne, nous, on sait pas personne. Non, mais il faut d'abord le faire pour pas qu'il s'étouffe avec son vomi, donc il faudrait l'allonger. Ouais, faudrait l'allonger pour pas qu'il s'étouffe.
il faudrait que vous venez en urgence, hein, parce que là, il est en train de... Non, mais d'accord, mais il faut l'allonger sur le côté, je vous ai dit, s'il vous plaît. Ah, mais on peut pas l'allonger sur le côté. Pourquoi vous Laissez-le faites pas dans le canapé. Vous le mettez sur le côté dans le canapé, qu'il soit allongé sur le côté dans le canapé. Ouais, mais non, c'est un petit canapé, on peut pas, du tout. Eh ben, faut le mettre au sol, faut l'allonger au sol. Ah, mais on peut pas, mais... Il faut le prendre et l'allonger au sol. Qu'il vomisse pas. Il faut que ce soit sur le côté, qu'il vomisse pas dans sa gorge et qu'il avale le vomi qui s'étouffe. D'accord? Il faudrait que vous venez en urgence, s'il vous plaît. Non, mais on va se déplacer, mais il faudrait faire ça avant. Parce que moi, je dormais, je me suis levé et j'ai vu qu'il avait pris carrément une plaquette de cachet, carrément. D'accord. Mais il se réveille pas du tout, là, je commence à avoir peur. Là. Ouais, ben, je comprends. Il en est où, là, la personne, là? Il réagit ou pas? Non, il réagit plus. J'ai trop peur. D'accord. Vous avez réussi à l'allonger, à le mettre sur le côté? Non, j'arrive pas du tout. Faudrait que vous venez en urgence, s'il vous plaît. Oui. Il va falloir le faire. Je vous passe le SAMU, ne quittez pas. Oui. Merci de patienter. Papa. 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 Papa, non. Putain. Alors, docteur... Bonjour, madame l'expert. Alors, je voudrais juste préciser que je vais devoir montrer, pour la compréhension des choses, quelques photos du visage de la personne. Donc, si vous préférez, à moins que vous les ayez déjà vues au niveau de la famille, non? Je vais regarder la gueule. Ouais. Peut-être baisser un petit peu la lumière, monsieur le greffier. Alors, vous êtes intervenu en qualité de médecin légiste, donc nous vous entendons pour vos travaux personnels. Alors, ce qui marque d'emblée, c'est l'importance des traces de contusion qu'il présente sur le corps. Si on comptabilise l'ensemble des lésions constatées rien qu'à l'examen externe du corps, on est environ sur plus d'une vingtaine de lésions cutanées. Donc, il y en a au niveau du front, de l'œil droit, du nez. Il y a aussi la mandibule droite, il y a la face interne des lèvres. Après, on va avoir d'autres lésions qui sont visibles au niveau du tronc, notamment l'échymose qui se situe au niveau de la hanche gauche, donc sur cette partie-là du corps. Donc ça, ce sont les lésions visibles externes au niveau cutané. Et puis après, on va procéder à l'autopsie. Et là, on va voir qu'il y a des lésions internes très importantes. Donc on a un traumatisme crânien, qui est d'ailleurs vraisemblablement à l'origine du décès. On a également un traumatisme thoracique fermé, donc on appelle ça fermé parce qu'il n'y a pas de plaie, mais par contre il y a beaucoup de fractures de côte. Donc à gauche, une fracture de l'arc antérieur de la deuxième et de la troisième côte, une double fracture de l'arc antérieur et latéral de la quatrième, cinquième, sixième et septième côte gauche, et une fracture de l'arc latéral de la huitième, neuvième et dixième côte gauche. Et puis, on a aussi un traumatisme abdominal fermé avec une fracture du foie et on a une fracture de la rate. Alors, ce qui est peut-être important de dire, c'est qu'il présentait déjà des séquelles de fractures de côte, c'est-à-dire qu'il avait des fractures de côte qui avaient consolidé déjà. Et puis, on a retrouvé également des ecchymoses marron, donc des traces de contusion sur la peau qui n'étaient pas du jour des faits, mais qui traduisaient également d'autres traumatismes, vraisemblablement quelques jours auparavant. Merci beaucoup. Merci, madame. Pour votre disponibilité. Alors, si vous voulez bien venir à la barre, monsieur. Nous vous écoutons pour votre déclaration concernant le déroulement des faits. D'accord. Mon papa est parti avec un copain. Il était 17h30. Et donc après, il est rentré. Et
de là, il avait le côté de l'œil qui était rouge. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? T'as eu quoi? Et il m'a dit qu'il s'était fait taper avec un gars qui lui devait de l'argent. Et donc j'ai dit, c'est qui ce gars-là? Il n'a jamais voulu me dire c'était qui. Et donc après, ouais, il commençait à m'insulter. Fils de pute, bâtard, je vais tuer ta mère. Tout, et du coup, moi je suis parti, j'étais dans la chambre et je pleurais. D'accord. Voilà, et c'est de là après que je me suis mis à voir. Et je me souviens juste quand il était dans son fauteuil que j'ai mis 1 ou 2 gifles. Et après, je me souviens plus du tout de la soirée, c'est le trou noir. Non, va falloir quand même essayer d'éclairer un peu le trou, monsieur, là. Vous avez entendu ce que votre père a vécu? Oui. Au niveau du corps. Bon, c'est pas dans la rue qu'il s'est fait ça. Non. Bon. Cette scène de violence-là. Oui. Vous voulez la mettre en dehors de vous, c'est ça? Ah non, du tout. Bon, alors racontez-la nous. Cette scène de violence... C'est pas 2 gifles qui ont tué votre père, monsieur. Non, c'est non, pas je possible. sais très bien, je sais très bien. J'ai essayé pendant 4 ans de me refaire la scène. J'ai même essayé de travailler, c'est impossible de me rappeler. Vous vous revoyez pas dans une forme d'acharnement violent sur votre père? Du tout. Vous avez appelé votre mère à quelle heure? Je me suis levé, il était 12h30. Non, avant ça. 12h15. Non, vous avez appelé votre mère bien avant, monsieur, dans la... Ah, ça, je me rappelle plus du tout non plus. 1 heure au téléphone avec votre Je me mère. rappelle plus du tout. À partir de 23h53. Oui, mais ça, comme je vous dis, je me rappelle plus du tout de l'appel. Alors bon, entre la manque... Enfin, j'avoue que vous pourriez aussi nous dire, je refuse de... Vous avez le droit au silence, vous avez peut-être le droit à l'amnésie aussi, après tout, hein, mais dans ces conditions, on ne va pas pouvoir aller tellement plus loin. Vous vous connaissez, monsieur? Vous savez que vous pouvez être violent sous alcool? Oui. Bon. Alors c'est quoi cette consommation d'alcool, là, ce soir-là? C'est pour faire quoi? Parce que j'étais à bout de tout, il m'a insulté, j'ai tué ta mère, j'étais à bout, j'ai rebu. Mais vous restez pas dans votre chambre à picoler, monsieur, et à vous endormir. Vous retournez au contact avec votre père. Est-ce que ça pouvait bien se passer? Est-ce que c'était pas évident qu'il allait avoir de gros problèmes? Si. Bon, pourquoi vous y retournez? J'ai fait une grosse erreur. L'erreur de... Vous y retournez, vous le reconnaissez, vous y retournez pour le violenter, vous reconnaissez les violences volontaires. Ah non, j'y retourne pas pour le violenter, hein. J'y retourné parce que je buvais un coup à table. Hein. C'est après, avec tout ce que j'ai vu, je me rappelle plus de rien. Quoi. Donc vous en restez là, c'est votre première déclaration sur ce qui s'est passé? Oui. Alors pour l'instant, asseyez-vous, monsieur. On va faire venir donc madame. Bonjour madame. Bonjour. Un petit quart d'heure, peut-être, pour vous permettre de nous réexpliquer, madame, ce que vous avez su de ce que votre fils avait fait à votre ex. Puisqu'on a notamment dans les investigations téléphoniques, je suis en code D412, on a la trace d'un appel qui a duré 1 heure. Qu'est-ce qu'il vous dit, votre fils, à ce moment-là? Il me dit, papa va mal, je sais pas ce qu'il a, il est pas bien, tout, il n'arrive pas à se réveiller, voilà ce qui me sort. Moi, je pensais que c'était sous l'effet de l'alcool, il a eu un malaise, un truc comme ça. Et puis il me dit, non, maman, il faudrait que tu viennes et tout, mais je pouvais pas parce qu'il n'était pas là. J'étais chez mon copain. Mais pendant 1 heure, qu'est-ce que vous lui dites et comment il est? Pendant 1 heure, il est mal. 54 minutes. Il est mal, il est pas bien, il pleure, tout. Est-ce que vous lui avez dit d'appeler les pompiers? Oui, je lui avais dit d'appeler les pompiers, oui. Et puis il a dit, je vais attendre, on va bien voir, ça se trouve, il a voulu attendre. Nous, on pensait qu'il dormait, qu'il était en plein sommeil. Mais on se met pas à pleurer, on se met à pleurer quand on a fait quelque chose et qu'on s'inquiète. On se met pas à pleurer quand on voit son père juste dormir.
Je ne sais pas, parce qu'il me disait, il est mal, je ne sais pas ce qu'il a, il n'est pas bien, tout ça. Alors moi, j'étais pas là, je ne pouvais pas savoir. J'ai dit, on verra ça demain, le dimanche, donc je suis venu vers midi. Et quand vous arrivez, qu'est-ce que vous dites à votre fils? Je lui ai posé des questions, je lui demande qu'est-ce qu'il a eu. Il m'a dit, je sais pas, il s'est trouvé mal, tout. Il m'a même dit qu'il avait pris peut-être des cachets, c'est peut-être pour ça que c'était comme ça. À aucun moment, il vous a dit qu'il l'avait frappé? Ah non. Vous ne lui avez pas posé de questions? Non, moi je croyais qu'il l'avait frappé, mais non, il ne m'en a pas parlé du tout. Vous avez pensé quoi au fond, madame? Connaissant, vous êtes certainement dans cette salle et au monde la personne qui le connaît le mieux. Est-ce que vous avez pu douter une seule seconde de ce qui s'était passé? Moi je sais qu'ils se respectaient souvent quand ils avaient bu l'un comme l'autre, mais bon, j'aurais pas pensé que, voilà... Mais qu'est-ce que ça pouvait être d'autre, madame? Il y a des traces de sang par terre. Il y a votre fils qui vous a appelé dans la nuit. Qu'est-ce qui avait pu se passer d'autre que ce qui s'est passé quand vous arrivez sur place? Moi, quand je suis arrivé sur place, il était inconscient. Voilà. Alors, le soir, dans vos auditions... donc peut-être des questions d'abord. Monsieur l'avocat général, des questions à madame? Oui, madame. Lorsque vous avez votre fils pendant... près d'1 heure au téléphone dans la nuit du samedi au dimanche, est-ce qu'il vous dit qu'il a frappé son père? Non. Il m'a jamais dit qu'il avait frappé son père. Ah bon? Ah non. Vous êtes sûr? Non. Le code D182, vous êtes entendu par les gendarmes une deuxième fois. Question, que vous a-t-il dit réellement au téléphone? Réponse, il a dit que son père était méchant. Oui, il était méchant, mais... Laissez-moi finir. Qu'il a essayé de le maîtriser, qu'il lui a mis une claque et un petit coup de pied, je ne sais pas où, dans les jambes, je pense. Ouais, Alors? Oui, il m'a dit ça, mais... Pourquoi vous dites non? Je m'en rappelle plus tellement. Moi, quand on ne se rappelle pas, on dit je me rappelle pas, on dit pas non? Rien. Moi, j'étais pas là, alors je peux pas... Mais c'est pas le problème, madame, je vous demande s'il vous a dit au téléphone qu'il avait frappé. Vous dites à la cour, là, en nous regardant droit dans les yeux, non, il a jamais dit ça. Vous mentez, madame? Non, je m'en... Si, vous mentez. Lors de cette audition chez les gendarmes, le 7 janvier, vous êtes beaucoup plus précise. Vous avez dit, je lui ai demandé ce qu'il avait fait, il m'a dit qu'il l'avait tapé, il m'a dit qu'il l'avait fait tomber et qu'il l'avait frappé. Il m'a parlé d'un coup de pied et de la claque, il m'a demandé si je pouvais venir. Je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit qu'il avait frappé et qu'il n'était pas bien. Il m'a dit qu'il était abîmé et qu'il avait un peu de sang. J'ai dit que j'espérais qu'il n'avait rien au visage. On comprend, madame, ce qui n'a pas été entre votre fils et son père. On comprend la colère et la haine qu'il pouvait avoir contre son père. Mais il ne faut pas nous raconter une histoire... Je ne raconte pas d'histoire. Non. Est-ce que vous n'êtes pas encore en train de le protéger, madame? Non, je ne veux pas le protéger, non. Je ne vois pas pourquoi je le protégerais, déjà. Parce que vous êtes sa mère. Oui, je suis sa mère. Et parce mère. que vous avez beaucoup souffert de la part de monsieur et parce qu'il a souffert aussi de la part de monsieur. Sauf qu'il y a des lois qui font quand même que c'est pas parce qu'un père a été maltraitant, etc., que la justice va rien faire le jour où il est battu à mort chez lui. C'est normal qu'on réagisse. Moi, je comprends. Vous pouvez aller vous asseoir, madame. Merci. Donc, il est 18h53. On va s'interrompre maintenant. À chacun et à chacune, une bonne soirée. Et rendez-vous demain, 9h. L'audience est suspendue. Bonjour à toutes et à tous. L'audience reprend. Nous pouvons nous asseoir. Donc, on va entendre monsieur... Bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, donc vous étiez 3 frères. Oui, c'est ça. Écoutez, on vous écoute sur ce que vous souhaitez dire, monsieur, aujourd'hui. Oui.
Donc, je voudrais dire déjà, c'est que mon frère, c'est vrai qu'il consommait de l'alcool. Hein. Ça, on va pas le renier, que c'était pas forcément le meilleur des pères et le meilleur des hommes. Mais de là à dire qu'il buvait tous les jours, on se rappelle que des 3 derniers mois, quoi, en fait, quoi. On se rappelle pas de la vie d'avant, on se rappelle pas quand même qu'il a élevé ses enfants, qu'il a donné à manger à tout le monde, sans rien demander à personne, hein, en fait. Hein. Ça, on l'oublie un peu, quoi. Il y a que mon frère qui allait au boulot. Hein. Je pense pas qu'ils ont manqué de beaucoup de choses. Hein. Sinon, avec mon frère, on s'entendait bien. Mais c'est vrai que quand il consommait de l'alcool, j'évitais de le croiser, quoi. C'était un système un peu spécial, quoi, on va dire. Surtout les week-ends. Hein. Je vous parle des week-ends. Que moi, la semaine, je sais pas trop, quoi. Mais les week-ends, c'était un peu rock'n'roll. Hein. Alors aujourd'hui, oui, c'est vrai, on peut y cracher dessus, on peut dire ce qu'on veut, on a le droit. Hein. Mais quand même, il n'y avait pas que ces mauvais côtés-là, hein. Quand même. Hein. Dans quel état d'esprit vous êtes vis-à-vis de votre neveu? Vis-à-vis de mon neveu. Pour la première fois, hier, il est venu s'excuser dehors, par rapport à moi, ouais. Je l'ai pris, hein. J'ai dit tout simplement que c'est un peu tard, évidemment, de venir me parler aujourd'hui. Qu'il aurait mieux fait de le faire il y a bien plus tôt que ça. Et qu'aujourd'hui, que la justice va faire son travail, et puis il va payer pour ce qu'il a fait, et puis après, on verra, quoi. Pour l'instant... Merci beaucoup, monsieur. De rien, madame. Alors, la parole est à la partie civile. Donc, vous avez la parole, maître Le Tourneux. Merci, madame le président, mesdames de la Cour, mesdames et messieurs les jurés. J'interviens aujourd'hui pour monsieur. Et ce qu'il veut encore aujourd'hui, c'est comprendre. Donc, il y a cet alcool, effectivement, qui est présent, mais il y a les conditions de cette nuit du 4 au 5 janvier, et monsieur, il n'aurait jamais pensé perdre son frère dans des conditions pareilles. Et il se pose les questions, pourquoi un tel acharnement? Cette extrême violence, et il n'y a pas eu qu'un seul coup manifestement, extrême violence, qui ont fait penser à monsieur pendant un temps, parce qu'il a cheminé lui aussi, à se poser la question de savoir si l'accusé n'avait pas à un moment donné voulu tuer son père. Alors, c'est des questions qu'on peut légitimement se poser quand on voit l'état du corps de son père. Ce n'est pas ce qui est retenu aujourd'hui, dont acte, on n'a pas de problème avec ça, mais c'est une question qu'on s'est posée malgré tout. Et la question également fondamentale, et c'est surtout sur celle-là pour laquelle on ne comprend pas de notre côté, pourquoi attendre 13 à 14 heures pour appeler les secours? Parce que si sur le moment, il y a ce fameux trou noir, pour lequel on ne comprend pas non plus très bien, mais enfin, admettons, à 1h du matin, on en parle avec maman, elle dit « appelle les pompiers », il ne le fait pas. À 10h30, il va boire un verre dans la cuisine, il voit son père dans le fauteuil, il ne réagit pas. À midi, quand même, ça devient surprenant, mais il n'appelle toujours pas les secours, il voit le visage de son père, on l'a tous vu le visage de son père là. Il n'appelle pas les secours, il appelle sa mère. Et on attendra effectivement quasiment 14 heures, alors que les faits se sont manifestement produits vers minuit, pour appeler les secours. Et ça, c'est insupportable pour la famille. Aujourd'hui, le message qu'il veut que je vous transmette, c'est effectivement vous demander de rendre à chacun sa place, c'est-à-dire à son frère, celle de victime, parce que quoi qu'il en soit, il n'aurait pas dû mourir dans ces conditions-là. C'est bien lui la victime aujourd'hui, et donc c'est ce qu'il vous demande aujourd'hui de déclarer. Merci, maître. Monsieur l'avocat général, vous avez la parole pour vos réquisitions dans l'intérêt de la société. Madame la présidente, mesdames de la Cour, mesdames et messieurs les jurés, j'ai quelques années d'exercice dans la magistrature, donc des coups mortels, des dossiers de coups mortels, j'en ai connu des dizaines et des dizaines, qui consistent par exemple à donner un coup de poing pour frapper, simplement pour frapper, à quelqu'un qui va partir à la renverse, qui va aller se ficher l'arrière du crâne dans un angle vif et qui va en décéder.
dans ces configurations-là, vous avez un écart énorme, énorme, entre le coup porté et la conséquence, qui est la mort. Nous ne sommes pas dans ce registre-là. Nous sommes dans une configuration qui a été qualifiée d'acharnement, que je qualifie d'extrême violence au pluriel, évidemment. Vous avez quelqu'un qui va frapper une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois, 11 fois, 12 fois, 13 fois, 14 fois, 15 fois, 16 fois, 17 fois, 18 fois, 19 fois, 20 fois, je m'arrête là. Je m'arrête là pourquoi ? Parce que je ne vais pas ajouter à ce qui a été objectivé, c'est-à-dire prouvé par le médecin légiste. Elle vous dit, à la barre hier, qu'elle a recensé au moins 20 coups. On est bien loin de ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le coup volontaire, mais quasi accidentel dans ses conséquences. On est dans un acharnement, je reprends le terme, de coups extrêmement violents, portés pour partie sur des parties vitales. La face, la tête, le foie, la rate, tout cela est de nature à entraîner des conséquences mortelles. Alors que dans ce contexte-là, on vienne vous dire je ne me rappelle pas, mais je m'excuse. Je ne me rappelle pas, mais je suis désolé. C'était mon trou noir, peut-être que oui, mais voilà. Alors ça a un côté un peu facile, je ne suis pas psychologue. Cependant, j'ai l'impression quand même que l'accusé met systématiquement en avant cette notion de trou noir pour éviter d'avoir à parler de ce qui fâche et des problématiques pointues. Alors on va vous dire que l'accusé a eu une vie extrêmement pénible, complexe, difficile. Je suis d'accord. D'accord. Je veux bien lui reconnaître ça, et vous lui reconnaîtrez ça. Mais en aucun cas, ça ne doit venir en excuse de ce qui a été commis. En aucun cas. Alors, certes, il y a cette problématique de faillite éducative, de faillite en termes de prise en charge parentale. Mais il n'y a pas que ça. Ça vient en conjonction avec une personnalité qui est prête, avec l'alcool, à partir complètement en vrille. Et le problème dans tout ça, c'est qu'il le sait très bien. À chaque fois où il picole, il sait très bien quel va être son comportement lorsqu'il aura bu. Il sait qu'il est violent. Il le sait, il recommence. Alors moi, je ne suis pas là pour venir demander des peines invraisemblables. Je suis là aussi pour vous donner mon sentiment. Il est que une peine doit être juste et correspondre au drame, aux souffrances, aux gestes répétés, aux personnalités, victimes, auteurs. Et je ne vois pas de justesse dans une peine de 6 ans. Je vous rappelle qu'il encourt 20 ans de réclusion criminelle. Et moi, dans la justesse qui m'habite, ça fait 40 ans que ça m'habite, moi, je vais vous proposer, justement, en ayant tout pesé, de condamner monsieur à une peine de 11 ans de réclusion criminelle. Ça m'apparaît être tout à fait en adéquation avec ce déchaînement de violence, et avec les conséquences et sa personnalité qui doit encore
évoluer. Et j'espère qu'elle évoluera, parce que je suis quand même un peu inquiet. Je vous remercie de votre attention. Merci, monsieur l'avocat général. Maître Le Ruellette, vous avez la parole pour la défense de l'accusé. Madame la Présidente, Mesdames de la Cour, Mesdames, Messieurs les jurés, j'ai l'honneur aujourd'hui de défendre monsieur. Défendre pour moi, c'est expliquer. Expliquer les faits, expliquer une personnalité, celle qu'il a été, celle qu'il est aujourd'hui et celle qu'on espère tous qu'il sera. D'abord, sur les faits, justement. Monsieur l'avocat général est revenu et s'est beaucoup inquiété sur cette question du trou noir. Je vais vous le dire sincèrement, ce trou noir, j'en sais rien. Je sais très bien que mes clients peuvent mentir, y compris à moi. Est-ce que monsieur ne se souvient pas sincèrement? Est-ce qu'il veut cacher des choses? Est-ce qu'il veut diminuer sa responsabilité? Sa responsabilité, il l'assume parfaitement. Donc à ce niveau-là, ça n'est pas un axe de défense pour venir diminuer sa responsabilité. Mais ce moment-là et ce contexte, il faut aussi justement le mettre en lien avec le passé. Monsieur l'avocat général vous balaye la personnalité. C'est pour moi impossible dans un tel dossier. Son passé, il est terrible. Comment voulez-vous grandir de manière sereine quand vous êtes dénigré depuis tout petit, que vous grandissez avec cette haine? J'aurais aimé, je ne vous le cache pas, qu'il montre ses émotions. Et il en est incapable, justement, par son histoire de vie. Je lui ai dit, monsieur, je ne vous demande pas de mentir, parce que je sais que ses regrets sont sincères, mais montrez votre émotion. Montrez ce que vous ressentez, parce qu'on vous juge tous aussi par rapport à un extérieur. Et malgré ça, il n'est pas capable. Il n'y arrive pas à montrer ses émotions. Mais les experts ont pu vous dire justement la sincérité des regrets. Et moi, je n'ai aucun doute sur le fait qu'il regrette véritablement d'avoir tué son père et qu'il ne voulait pas en arriver là, à ce moment-là. Et tout ça, c'est des éléments que vous devrez prendre en considération pour condamner monsieur à une peine juste. Mais je considère que la peine, même encore aujourd'hui sollicitée par le ministère public, est une peine qui est très haute, qui ne prend pas en compte ce parcours de vie. Et c'est la raison pour laquelle, je vous demanderai, dans tous les cas, de réduire la peine qui vous est sollicitée du côté du ministère public. Merci, maître. Avancez à la barre, s'il vous plaît, monsieur. Avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense? Oui, donc je tenais déjà premièrement à encore m'excuser envers la famille. Je demande pardon à la famille pour les faits que j'ai pu faire. Et pour ce que j'ai fait, je regrette sincèrement et je ne me le pardonnerai jamais. Et je vivrai avec ça tout le reste de ma vie. Vous pouvez vous asseoir, monsieur. Les débats sont clos. Mesdames et messieurs les jurés, nous allons nous rendre dans la salle des délibérations. Nul ne pourra y pénétrer sous quelque cause que ce soit sans mon autorisation. L'audience reprend, nous pouvons nous asseoir. La Cour et le jury réunis, après en avoir délibéré en commun et voté au scrutin secret dans les conditions prévues par la loi, déclarent coupable de violence volontaire sur ascendant ayant entraîné la mort sans intention de la donner, le condamne à la majorité absolue à la peine de 11 années de réclusion criminelle.
à 5 ans d'interdiction de détenir et de porter une arme soumise à autorisation, fixe à la majorité absolue à 1 année la durée de la peine obligatoire de privation du droit d'éligibilité. Ainsi se termine l'audience criminelle. Il n'y aura pas...